Et si la guerre en Ukraine basculait, non pas dans quelques mois, mais dans les toutes prochaines semaines? Cette question, qui semblait encore récemment du domaine de la fiction ou du scénario catastrophe, devient chaque jour plus tangible. Les événements récents sur le front, les témoignages de soldats et les analyses d'experts convergent pour dessiner une réalité inquiétante. L'Ukraine est peut-être à l'aube d'un effondrement militaire et moral d'une ampleur inattendue. Sur plusieurs fronts, la Russie avance désormais à un rythme inédit. Les défenses ukrainiennes, autrefois réputées solides, cèdent les unes après les autres. La chute fulgurante de Vilcha sur l'axe menant à Kharkiv n'a pas seulement surpris les analystes, elle a révélé, en moins de 30 jours, l'effondrement brutal de positions censées en tenir coûte que coûte. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire militaire moderne que des lignes réputées imprenables s'effondrent sous la pression conjuguée des attaques extérieures et du découragement intérieur. On se souvient, par exemple, de la chute de la ligne Maginot en France en 1940, ou encore de l'effondrement rapide de Kaboul face aux talibans en 2021, malgré des années de préparation et d'assistance internationale. À Gouliaï-Polier, la situation est encore plus alarmante. Ce n'est plus un simple revers tactique. Les lignes ukrainiennes se délitent, facilitant de nouveaux gains russes, alors que des unités entières se replient ou disparaissent. Des images satellites révèlent qu'ont des colonnes de véhicules abandonnés, des tranchées désertées, et les récits de civils évoquent des quartiers entiers, livrés à eux-mêmes du jour au lendemain. Ce genre de désintégration soudaine rappelle la débâcle irakienne à Mossoul en 2014, lorsque l'armée, rongée par la corruption et la peur, s'est évaporée face à l'avancée de l'État islamique. Mais la crise dépasse désormais les cartes et les rapports militaires. Selon des sources multiples, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens désertent chaque mois, minés par le désespoir et l'incapacité à croire encore à une victoire possible. Il ne s'agit pas de simples rumeurs. Des ONG comme Human Rights Watch ou Médecins sans frontières, présentes dans la région, signalent une hausse dramatique des cas de traumatisme psychologique, d'automutilation et de tentatives de fuite à travers les frontières avec la Pologne, la Roumanie ou la Slovaquie. De nombreux jeunes hommes qui auraient sans dû être mobilisés tentent chaque semaine de franchir des rivières à la nage ou de passer la frontière cachée dans des camions de fret. Cette vague de désertion, couplée à une démobilisation massive de la jeunesse, enclenche une spirale dangereuse. L'Ukraine risque non seulement de perdre du terrain, mais aussi la capacité même à organiser une défense structurée. On assiste à une raréfaction des volontaires, à une crise de confiance envers les autorités militaires et à un effondrement du recrutement dans les villes moyennes et les campagnes, autrefois bastions du patriotisme ukrainien. Les enjeux sont colossaux, le sort de millions de civils, l'avenir de la région et la crédibilité internationale de l'Ukraine sont en jeu. Au-delà des frontières, c'est l'équilibre de l'Europe orientale qui vacille. L'exemple de la Bosnie dans les années 90, où la décomposition des lignes de front a précipité des déplacements massifs de population, hante aujourd'hui les chancelleries européennes. Pour comprendre la portée réelle de cette crise, revenons sur les développements récents du front et tentons de saisir ce qui se cache derrière ce phénomène d'effondrement accéléré. Ce n'est pas seulement une question de géographie ou de logistique, mais aussi de psychologie collective et de dynamique sociale. Il est crucial de comprendre pourquoi, malgré le soutien extérieur et l'expérience acquise depuis 2014, l'Ukraine semble aujourd'hui plus vulnérable que jamais. Quels signes avant-coureurs auraient pu alerter sur ce point de rupture? Plongeons au cœur des batailles qui ont tout changé. Comment expliquer que les lignes du front aient cédé aussi brutalement alors que l'on annonçait des mois de résistance acharnée? En moins de 30 jours, la ville de Vilcha, réputée imprenable, a été submergée. Les analystes tablaient sur au moins 4 à 6 mois de combat. La réalité a pulvérisé tous les pronostics. Cette chute éclair a bouleversé l'équilibre au nord-est, là où l'armée ukrainienne comptait sur la profondeur de ses défenses. Mais la déroute ne s'arrête pas là. Après Vilcha, c'est une cascade. Chesterivka, Lossevka, puis Bougaïvka tombent ou sont abandonnés coup sur coup. À chaque village perdu, la ligne se disloque davantage. Les troupes ukrainiennes ne tiennent plus, contraintes à des replis précipités, minées par une logistique défaillante et l'absence criante de renforts. Ce phénomène n'est pas une exception historique. Durant la Première Guerre mondiale, la Russie tsariste a subi une série de reculs similaires sur le front de l'Est, chaque retrait accélérant la panique et l'effondrement moral des soldats, jusqu'à la révolution de 1917. Ce schéma se répète aussi au sud, à Gouliaï-Polier. Ici, la moitié de la ville est déjà sous contrôle russe. Les percées se multiplient sur plusieurs axes urbains, grignotant chaque jour la résistance ukrainienne.
Les forces russes exploitent sans relâche chaque brèche, forçant les défenseurs à reculer ou à risquer l'encerclement. L'utilisation de drones pour repérer les concentrations de troupes, couplée à une artillerie redoutablement précise, a permis à la Russie d'obtenir des succès tactiques rapides, là où autrefois des semaines de combat étaient nécessaires. Le tableau est alarmant. La route vers Orikhiv, puis Zaporizhzhia, s'ouvre de plus en plus largement. Si la situation ne change pas, les grandes villes du sud-est pourraient retomber d'ici l'été prochain. Chaque semaine de recul rapproche l'ennemi de ses centres vitaux, rendant toute contre-offensive de plus en plus illusoire. Ce scénario rappelle la chute de Donetsk et de Louhansk en 2014, mais à une échelle bien plus vaste et avec des conséquences géopolitiques démultipliées. La crise logistique s'aggrave sur le terrain. Les convois peinent à arriver, les munitions se font rares, les unités sont épuisées. Dans ces conditions, impossible de reconstituer une ligne de défense cohérente. Les villages deviennent des pièges ou de simples points de passage, rarement des bastions de résistance. Lors de la guerre de Corée, un phénomène similaire a été observé lors de la retraite vers le sud, où chaque position abandonnée affaiblissait encore plus la capacité de regroupement des forces alliées. Il ne s'agit plus seulement de déplacements sur une carte, chaque position perdue érode le moral des troupes et la confiance de la population. La spirale du recul s'accélère, nourrie par une succession de défaites, et l'impuissance à inverser la tendance. Les psychologues militaires parlent d'un syndrome de la débâcle, où la simple rumeur d'une percée ennemie suffit à provoquer des paniques collectives et des replis désordonnés. Mais au-delà des kilomètres concédés, une menace plus profonde se dessine, mettant en péril la survie même de la défense ukrainienne. Car derrière ces revers militaires, un autre front s'effondre, la crise de la mobilisation et l'explosion des désertions. Le cœur même de l'effort de guerre ukrainien vacille. Pour illustrer, rappelons l'exemple historique de l'armée française en 1940, où la démoralisation et la fuite des soldats ont précipité la défaite plus sûrement que la supériorité tactique de l'adversaire. Et si la véritable défaite ne se jouait pas sur la ligne de front, mais dans les esprits, aujourd'hui l'armée ukrainienne affronte un péril plus profond que la perte de territoire, celui d'une démobilisation rampante et d'un effondrement moral généralisé. Des témoignages recueillis à Lviv, Dnipro ou Kramatorsk évoquent une jeunesse désabusée, qui préfère fuir à l'étranger ou rejoindre des réseaux clandestins plutôt que de servir sous les drapeaux. Selon plusieurs sources internes, chaque mois plus de 20 000 soldats quittent leurs unités. Ce chiffre, jamais confirmé mais omniprésent dans les conversations, circule de bouche à oreille. Il ne s'agit plus de désertion isolée, mais d'une vague continue qui sape silencieusement la capacité de résistance du pays. Des familles entières parfois organisent la fuite d'un fils ou d'un mari, utilisant l'argent économisé pour acheter de faux papiers ou soudoyer des passeurs. Le découragement s'installe. Sur le terrain, des jeunes cherchent à fuir l'enrôlement par tous les moyens. Faux papiers, réseaux de corruption de plus en plus sophistiqués. Certains parlent d'une bousification de la société, où une immense majorité refuse catégoriquement de rejoindre le front. Le phénomène a un précédent. Lors de la guerre du Vietnam, des milliers de jeunes Américains ont fui vers le Canada ou l'Europe, provoquant une crise de confiance sans précédent dans les institutions. Face à cette hémorragie, les lignes sont tenues par des effectifs réduits, loin des standards militaires. Des unités entières restent sous-dimensionnées en permanence. Les commandants, à court d'options, déplacent les rares troupes disponibles d'un secteur à l'autre, colmatant les brèches au prix d'un épuisement croissant. Ce manège rappelle la situation de l'armée rouge en 1941, obligée de déplacer constamment ses divisions pour faire face à l'avancée allemande, au risque de tout perdre sur plusieurs fronts simultanément. Ce jeu de chaises musicales crée un cercle vicieux. À chaque transfert, de nouvelles failles apparaissent et la confiance entre soldats et officiers s'effrite davantage. Chacun connaît la vérité. Les statistiques officielles cachent l'ampleur du phénomène, mais sur le terrain, nul n'ignore la gravité de la crise. Des rumeurs de mutinerie, de refus d'obéir ou de sabotage circulent de plus en plus fréquemment, alimentant la paranoïa et la méfiance. Pire encore, cette crise morale déborde l'armée et contamine la société tout entière. L'Ukraine risque la désintégration de son tissu humain, la perte de confiance mutuelle et, à terme, l'impossibilité même de se défendre. Les églises, les écoles, les associations locales, autrefois moteurs de la solidarité, peinent à mobiliser une population lassée et fatiguée par 2 ans de guerre ininterrompue. Si cette spirale se poursuit, la question n'est plus de savoir si des percées russes auront lieu, mais à quelle vitesse elles balayeront les dernières résistances. Les experts militaires s'accordent à dire qu'un effondrement moral précède toujours l'effondrement physique d'une armée.
un enseignement tiré de la campagne de France, mais aussi de la guerre civile espagnole. Pour comprendre comment cette rupture a pu s'installer, il faut revenir sur les mois de désillusion et de tensions accumulées. Derrière chaque désertion, il y a une histoire, un choix, un signal d'alarme ignoré. Un soldat épuisé par des rotations incessantes, privé de permission, sans nouvelles de sa famille, finit par rompre. Un officier qui assiste, impuissant, à la mort de ses hommes pour quelques mètres de terrain, perd foi dans sa mission. Une mère qui voit partir tous ses fils sans espoir de retour, cesse d'espérer et encourage les derniers à fuir. Et si dès l'été prochain, les combats frappaient réellement aux portes de Zaporijjia? Ce scénario jugé improbable il y a quelques mois prend corps à mesure que les lignes ukrainiennes plient et que la démobilisation s'accélère. Jour après jour, la possibilité d'une percée russe se rapproche. Les cartes du front, actualisées chaque semaine, montrent des taches rouges de plus en plus vastes, des flèches de progression qui contournent les points de résistance pour viser directement les nœuds logistiques et industriels. Pour saisir l'enjeu, il faut regarder vers Gouliaï-Polier. Cette petite ville, souvent absente des radars internationaux, est aujourd'hui la clé du front sud. Sa chute ouvrirait la route d'Orikhiv, exposant les principaux axes logistiques ukrainiens à une offensive de grande ampleur. En 2014, la chute d'Ilovaisk avait déjà montré qu'une ville moyenne pouvait changer le cours d'une campagne, en désorganisant les arrières et en paralysant les mouvements de troupes. Les défenses, déjà fragilisées par l'épuisement et le manque de rotation, pourraient alors céder sur des dizaines de kilomètres. Orikhiv deviendrait le dernier rempart avant Zaporijjia. Perdre Orikhiv, ce serait offrir aux troupes russes un accès direct au cœur industriel du sud, menaçant la ville et la sécurité de la rive du Dniepr. Ce n'est pas qu'une question militaire. La chute de Zaporijjia aurait un impact psychologique dévastateur, comparable à celui de la chute de Mariupol, mais à une échelle démultipliée. La situation empire, les pertes territoriales s'accumulent, la crise des volontaires s'aggrave, la démoralisation s'enracine. Les forces ukrainiennes, à bout de souffle, peinent à reconstituer des réserves. Les campagnes de mobilisation n'attirent-elles plus, tant la fatigue et le désespoir rongent le pays. Trop de familles ont déjà tout perdu. Trop de jeunes préfèrent l'exil ou la clandestinité à une guerre qu'ils ne croient rarement plus pouvoir gagner. Dans l'arrière-pays, la résignation s'installe. Beaucoup se sentent abandonnés, trahis par des promesses occidentales qui tardent ou s'amenuisent. Ce découragement, désormais visible jusque dans les discours officiels, mine la capacité de résistance nationale. L'ambassadeur d'Ukraine à Bruxelles évoquait récemment, devant des diplomates atterrés, la nécessité de repenser la mobilisation dans un esprit de vérité et de résilience. Mais l'impact déborde largement les frontières ukrainiennes. Si les défenses s'effondrent, la région pourrait basculer dans le chaos. Déplacement massif de population, exode de centaines de milliers, voire de millions de civils fuyant vers l'ouest. En Bosnie, en 1992, la prise de Srebrenica avait déclenché le déplacement de dizaines de milliers de personnes en quelques jours. Chaque ville perdue, chaque famille en fuite, porte un coup à la crédibilité européenne et à l'idée même de sécurité collective sur le continent. À ce stade, des millions de vies sont en suspens. Une défaite à Zaporijjia serait un séisme national et régional, dont l'Europe pourrait mettre des années à se relever. Les conséquences économiques, humanitaires et politiques seraient immenses. Les routes vers l'ouest, déjà encombrées, deviendraient des couloirs de réfugiés, tandis que les pays limitrophes devraient absorber un afflux sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Derrière ces lignes fragiles, le sort de toute une région se joue. Que reste-t-il de l'espoir ukrainien à l'aube de cette phase critique ? Les histoires individuelles révèlent une mosaïque de résilience, mais aussi de lassitude extrême. Dans les villages proches du front, des groupes de volontaires s'organisent pour réparer les routes ou distribuer des vivres, mais leur morale est minée par l'absence de perspective. Comment éviter l'effondrement total et à quel prix ? Cette interrogation cruciale plane sur l'Ukraine, alors que chaque nouvelle semaine met au jour des fissures inédites dans l'édifice de sa défense. Croire qu'il suffirait de fournir plus d'armes ou d'hommes relève de l'illusion. La réalité impose de regarder au-delà des chiffres, dans la tête et le cœur de ceux qui tiennent, chaque nuit, la ligne de front. Les spécialistes de la résilience sociale insistent sur la nécessité de rétablir la confiance, de donner un sens à l'effort de guerre et d'impliquer la société dans la reconstruction du récit national. Le moral et la cohésion interne sont devenus aussi essentiels que l'armement ou la logistique. Sans confiance, aucune armée ne résiste longtemps à la peur, à l'épuisement, à l'usure. Or, cette confiance vacille.
Les récits de désertion, les refus d'ordre, l'éloignement croissant entre commandement et soldats nourrissent une spirale de défiance plus dangereuse que n'importe quelle offensive ennemie. Dans ce climat, l'information devient une arme à double tranchant. Le manque de transparence, la minimisation des pertes ou les discours trop triomphalistes creusent un fossé. Quand la vérité se fait rare ou suspecte, soldats et civils se sentent abandonnés. Une armée ne tient pas par décret. Elle se construit chaque jour sur l'adhésion et la confiance qui exigent honnêteté et clarté. Une leçon majeure s'impose. La mobilisation doit être repensée en profondeur. Forcer la jeunesse à combattre sans lui offrir de sens, c'est fragiliser toute la structure. La génération montante, censée incarner l'avenir, hésite ou refuse de porter ce poids, signe d'un malaise existentiel difficile à inverser. Des initiatives de dialogue national, comme celle menée durant la guerre de Finlande face à l'URSS, pourraient être une piste, mais elles nécessitent du temps et un véritable courage politique. Ignorer ces signaux, c'est condamner toute force armée à la vulnérabilité. L'histoire l'enseigne, une armée démoralisée, coupée de sa jeunesse et de sa population, devient vulnérable quelle que soit sa puissance de feu. Et avec elle, c'est la survie même de la nation qui vacille, car la guerre se perd d'abord dans les esprits avant de se perdre sur le terrain. À Stalingrad, ce sont la foi et la détermination, plus que la quantité d'armes, qui ont permis aux assiégés de tenir. À l'aube d'une période décisive, une question demeure brûlante pour chacun d'entre nous. Ce dilemme stratégique ne concerne pas seulement l'Ukraine, il interroge aussi la capacité de l'Europe à répondre à une crise existentielle. Jusqu'où peut-on repousser les limites avant que tout ne s'effondre ? Les pays voisins, comme la Pologne ou la Slovaquie, renforcent déjà leurs frontières et réévaluent leur politique de défense, conscients que la crise pourrait les atteindre directement. Le véritable point de bascule de cette guerre se joue-t-il devant nous sans que nous osions l'admettre ? À force de scruter les cartes, de compter les pertes, on oublie l'essentiel. Une fatigue invisible, un effondrement moral qui gangrène la jeunesse. Ce ne sont plus seulement des villes ou des tranchées-tons qui cèdent, mais un pays tout entier qui s'essouffle, pendant que le reste du monde détourne le regard. La crise ne s'arrête plus à la ligne de front. Elle s'infiltre dans chaque maison, chaque silence, chaque regard d'une génération à bout, refusant de mourir pour une cause en laquelle elle ne croit plus. Mois après mois, des dizaines de milliers d'hommes désertent, abandonnant un front où l'espoir a disparu. L'armée masque la brèche, mais chaque jour, la spirale du découragement s'accélère. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est préparer l'Europe à un choc violent. L'effondrement ukrainien ne sera pas progressif. Il frappera d'un coup, bouleversant l'équilibre du continent. Ce qui se joue ici dépasse la survie d'un État. Il s'agit du sort de millions de civils, de la stabilité d'une région entière et de la crédibilité d'un modèle de sécurité collective. Oserons-nous regarder la possibilité d'un effondrement total en face, ou préférerons-nous l'aveuglement, au risque de subir demain les conséquences d'un basculement que nous aurions pu prévenir ? Refuser de voir cette dynamique, c'est choisir l'incertitude jusqu'au jour où il sera trop tard. La question n'est plus abstraite. Serons-nous de simples spectateurs ou des acteurs lucides face à la crise ? Pour éviter le pire, il ne suffit pas d'attendre un miracle militaire ou diplomatique. Il faut des mesures concrètes. Soutenir un dialogue national inclusif, offrir des perspectives à la jeunesse, renforcer l'aide humanitaire et préparer dès aujourd'hui l'accueil des réfugiés. L'histoire nous enseigne que les crises les plus graves sont celles que l'on refuse de nommer. L'Ukraine aujourd'hui se trouve à un carrefour. Sa survie dépendra autant de la capacité de ses élites à affronter la vérité que de l'engagement de ses alliés à ses côtés. En ces heures sombres, la lucidité et le courage sont plus que jamais nécessaires pour éviter que la spirale de l'effondrement ne devienne inéluctable.